L'Échiquier International, toujours heureux d'être avec vous. On évoque souvent ici les questions inhérentes aux relations internationales ou les équilibres mondiaux, la géostratégie mondiale. Et si ces notions se voyaient bousculées demain par les technologies numériques absentes il y a quelques années de nos quotidiens, celles-ci sont désormais une partie prenante de nos vies jusqu'à être conditionnées par elles. Vaste question, la révolution numérique a eu lieu et nous y avions été tous témoins. Mais sommes-nous pour autant devenus un simple espace, un réceptacle pour ces outils jusqu'à être conditionnés complètement, notamment nos habitus, nos comportements, nos décisions qui sont également appréhendés, calculés pour prévenir de futures attitudes, autant d'enjeux et d'opportunités pour les grandes entreprises, les fameuses GAFA, mastodontes, qui s'invitent à l'intersection du pouvoir au sein de la cité politique jusqu'à parfois peser sur la souveraineté. Les GAFA deviennent-elles si puissantes pour redéfinir les jeux de pouvoir, ou bien faudra-t-il voir, au contraire, une opportunité? Les jeux stratégiques sont aussi ceux de l'intelligence artificielle. L'impérialisme de demain se conjuguera avec l'intelligence artificielle. Autant de questions qu'on tentera de traiter ensemble. À tout de suite. Géopolitique du numérique ou les enjeux de demain, on en parle avec Warda Belaïch. Bonsoir. Bonsoir, très chers auditeurs. Bonsoir, Karim. Ravi d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Warda Belaïch. Alors, vous êtes experte en transformation digitale et intelligence artificielle appliquée, surtout auteur d'un livre, L'humain à l'ère de l'IA, comment la technologie rebat les cartes de nos vies et comment y faire face, une sorte de manuel de survie optimiste, on va le dire, ou plutôt pragmatique. Enfin, on va en parler tout au long des futures minutes. Alors, Warda, à l'époque, on nous vendait la révolution de l'Internet qui allait créer une sorte de village global planétaire sans frontières, où tout le monde serait heureux, où tout un chacun serait libre. L'interdépendance n'existerait plus, seulement il n'y aurait que de la liberté absolue. Depuis de nombreuses années, pourtant, on a beaucoup débattu sur le revers de l'outil du net qui serait utilisé aussi pour surveiller, contrôler, pister. Surtout qu'on le sait, rien ne disparaît de l'Internet concernant notre passage. Tout ceci à vous lire ne perturbe pourtant pas votre optimisme. Alors rassurez-nous. Écoutez, c'est très vaste et c'est un sujet effectivement assez complexe. Ce que je retiens là-dessus, c'est que nous restons humains et nous sommes nombreux, fort heureusement, à vouloir une meilleure humanité, autant pour nos générations actuelles que les futures. Et pour ceci, nous sommes beaucoup à œuvrer quotidiennement, à réfléchir. L'IA Act en est le règlement autour de l'intelligence artificielle au niveau Europe en est un exemple parmi tant d'autres. La réglementation sur les données privées en Algérie en est encore un autre exemple. Donc c'est pour vous démontrer que sur le terrain, il y a énormément d'actions qui sont menées pour encadrer, pour protéger l'humain et disons l'individu au-delà des entreprises. Alors, l'Internet et son évolution technologique, à savoir l'intelligence artificielle, concentre de nombreux enjeux, confidentialité, transparence, responsabilité. Vous plaidez dans votre ouvrage pour une éthique quant à l'utilisation de ces outils, de manière peut-être à nuancer les risques. Pourriez-vous nous faire bénéficier de vos conseils ou de vos recommandations? Bien sûr, dans les grandes lignes, alors au niveau de l'éthique, il faut, disons, paralléliser. Comme nous parlons d'éthique dans nos journées quotidiennes, c'est-à-dire que nous veillons à avoir certaines valeurs humaines, à respecter nos traditions, nos principes, c'est la même chose au niveau de l'intelligence artificielle. Donc c'est de garantir et d'avoir un œil ouvert, averti, d'avoir une certaine lucidité au niveau de nos usages. Donc par exemple, veiller à ne pas trop utiliser ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle générative, par exemple, pour générer un peu trop d'images ou un peu trop de vidéos, car ça consomme énormément de compute, donc disons d'éléments calculateurs au niveau de ces grands systèmes intelligents, donc ces grandes infrastructures techniques. Donc ça, c'est une dimension et disons une verticale parmi tant d'autres. Encore une autre dimension, c'est de veiller à ces données privées, car nous parlons d'éthique, c'est aussi de veiller au niveau de l'utilisation de ces algorithmes,
C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de biais, si vous êtes un entrepreneur ou un dirigeant, de veiller à ce que vos systèmes ne sont pas biaisés, ou en tout cas qu'ils soient cohérents par rapport à votre propre culture d'entreprise. Alors, il y a aussi un autre aspect concernant l'IA. On va essayer de parler de quelques-uns avec vous. Aujourd'hui, on s'inquiète de la perte d'emploi avec l'IA qui est en train de transformer nos sociétés en termes d'automatisation, pardon, des tâches. Donc, forcément, le marché de l'emploi mondial devrait s'adapter, en tout cas être complètement bouleversé. On parle surtout du secteur administratif ou encore de la logistique du transport qui, selon les experts, seraient les plus touchés. Alors l'ONU estime que l'IA pourrait affecter 40% des emplois dans le monde au cours de la prochaine décennie. Le FMI, lui, de son côté, estime que 300 millions d'emplois à temps plein pourraient être affectés par l'automatisation liée à l'IA. Difficile d'être optimiste pour les travailleurs concernés. Que diriez-vous que l'IA leur offrirait peut-être d'autres opportunités? Tout à fait, exactement. Il faut voir en fait comme un élément transformateur. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, beaucoup comparent cette révolution par rapport à la révolution industrielle. Moi, je le vois complètement différemment. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est une technologie, au-delà de la technologie, est une discipline qui mêle énormément de sous-disciplines. C'est l'une des rares disciplines, disons, qui mêle autant de la technologie, donc de la technique pure, des mathématiques, de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie, de la mécanique, de la robotique, et j'en passe. Et donc, vu cette complexité, nous avons la possibilité aujourd'hui de créer des nouveaux métiers autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence artificielle générative, donc vous pouvez générer du contenu, vous pouvez par exemple générer de l'audio, générer des vidéos, générer du texte, mais aussi générer tout ceci à la fois. Il y a énormément d'articles actuellement au niveau de l'industrie cinématographique aux États-Unis où il y a un chamboulement vraiment profond, c'est-à-dire que grâce à ces nouvelles technologies, l'industrie est complètement menacée. Moi-même, j'ai proposé des innovations autour de, disons, de la génération de musique hyper personnalisée grâce à des bases de données qui sont déjà aujourd'hui existantes et accessibles. Donc, pourquoi je vous cite ça? C'est que, au-delà de juste avoir une révolution, comme on peut parler de l'industrie, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, par sa configuration, a la capacité de s'immiscer dans nos vies privées. Donc, vraiment à la granularité individu. C'est-à-dire que on a la possibilité aujourd'hui de créer, à partir des données collectées, des produits, des solutions qui aujourd'hui potentiellement n'existent pas. Donc pour moi, c'est plutôt changer de paradigme, changer de perspective pour non plus réfléchir effectivement que les emplois vont être supprimés. Moi, je les vois plutôt être remplacés dans le sens où ils vont être transformés. Donc par exemple, dans un exemple concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir aujourd'hui des caisses au niveau des supermarchés où on a une personne par caisse, nous avons des caisses automatisées et on aura par exemple une ou deux personnes qui vont surveiller les caisses automatisées. Donc ça va être un changement d'emploi, un changement de responsabilité, mais qu'il faut absolument sensibiliser, acculturer dès aujourd'hui, car en Afrique, ce que je vois, c'est qu'on a besoin de monter rapidement en maturité au niveau de ces enjeux, les enjeux de la data, mais aussi les enjeux de l'intelligence artificielle. Je me permettrai, juste avant la fin de l'émission, de marquer un point autour des enjeux de la data, effectivement des partages sur l'IA générative, si vous me permettez, Karim. Bien sûr, bien sûr. Alors, on parle aussi de l'enjeu numérique à travers la géopolitique mondiale avec les jeux de puissance qui se confrontent. Les États-Unis, on le sait, investissent massivement dans l'IA pour maintenir le leadership, secondé par la Chine qui cherche à devenir, elle, une puissance de l'IA avec des investissements importants dans la recherche et le développement. L'Europe tente de rattraper son retard. On le voit, Warda, la volonté de puissance, la technologie, surtout la technologie militaire de demain, s'appuiera forcément sur l'IA. Tout à fait, ça l'est déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des drones qui sont équipés d'intelligence artificielle, qui ont la capacité de survoler une certaine zone, de détecter, et je l'ai même vu, c'est qu'il y a des technologies, je ne vais pas citer le nom des pays, mais il y a aujourd'hui des drones qui ont la capacité de scanner,
euh, cartographier une certaine zone et de pouvoir en fait soit détecter des incendies, soit de détecter certaines personnes. Et effectivement, si vous, disons, vous rapprochez certaines bases de données, vous pouvez détecter effectivement qui est la personne et ainsi de suite. Je vous laisse un peu imaginer et pousser votre propre imaginaire pour comprendre les cas d'usage qu'on peut implémenter grâce à l'IA pour des cas de défense. Mais disons que au-delà de ça, il y a une certaine illusion, parce que qui parle effectivement d'intelligence artificielle au niveau de la défense, il y a souvent l'enjeu de souveraineté qui revient sur la table. Et pourquoi je parle d'illusion? C'est qu'aujourd'hui, on a une hyper interdépendance mondiale. Donc, pourquoi? Parce que la chaîne de valeur est fragmentée. Donc aujourd'hui, selon moi, la souveraineté comme on l'entend, c'est-à-dire de vraiment avoir une certaine maîtrise et de pouvoir piloter ces données au niveau de chacune des échelles ou disons des couches de la souveraineté, aujourd'hui pour moi c'est une illusion. C'est vraiment illusoire de vouloir atteindre ceci aujourd'hui à un instant T. Les coûts aussi sont colossaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai du mal en fait à imaginer que les géants au niveau nation puissent vraiment avoir autant les connaissances que les budgets et que tout le nécessaire, en fait, disons tous les paramètres nécessaires pour être souverain. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte géopolitique, un contexte géoéconomique qui est vraiment globalisant et globalisé, où nous avons cette complexité, vous savez, ce double jeu de nous devons effectivement avoir une certaine souveraineté, une certaine maîtrise, contrôle de nos données, de nos infrastructures, et effectivement de cette nouvelle arène du pouvoir, tout en ayant la nécessité de s'ouvrir au monde. Pourquoi? Parce que nous devons innover. Donc pour innover, il faut savoir s'ouvrir à d'autres nations pour pouvoir co-innover, pour avoir l'open innovation, parce que nous avons besoin de données. Un pays tout seul ne suffit pas à récolter ces seules données. Donc voilà, il y a énormément d'enjeux et cette double dimension, c'est pas si facile que ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. C'est que autant par sa facilité d'utilisation au niveau de l'IA générative, mais toute la zone d'ombre de ses usages et effectivement du déploiement de cette technologie très très puissante euh, amène énormément de questions. Et c'est pourquoi il faut absolument être toutes disciplines confondues à travailler sur ces enjeux, pas uniquement côté technique ou ingénieur. Nous avons besoin de sociologues, de philosophes et d'autres disciplines. D'anthropologues aussi, des D'anthropologues. législateurs, oui. Alors, Warda, vous avez parlé d'interdépendance, pourtant il y a des puissances qui gardent jalousement leur suprématie dans le domaine de l'IA. Dernièrement, on a découvert une facette de l'IA concernant la guerre hybride. Par exemple, on sait que l'entité sioniste a utilisé l'IA pour le génocide à Gaza avec le logiciel qui s'appelle Lavender. Alors, comment ça marche? On agrège des informations visuelles ou cellulaires, c'est-à-dire on essaie de répertorier les connexions des cibles au niveau des médias sociaux pour récolter des informations qu'ensuite qu'on traduirait sur le champ de bataille, avec des contacts téléphoniques par exemple, encore des photos pour ensuite cibler donc certaines figures de la résistance. Alors pas plus de 20 secondes hein, pour décider d'une frappe, ça aussi ça fait partie du process. Ce qui a été utilisé depuis de nombreuses années par l'entité sioniste, on le voit. Je donne cet exemple-là pour démontrer que certaines armées utilisent l'IA comme facteur de supériorité technologique dans sa doctrine militaire avec, en l'occurrence, l'entité sioniste, avec Gaza qui serait un terrain pour l'utilisation en grandeur nature de l'IA. Écoutez, ce n'est pas les seuls, hein, j'en suis convaincu, à détenir cette technologie et c'est effectivement cette force hein, qui n'est pas négligeable aujourd'hui. C'est la capacité autant effectivement de mixer, de rapprocher, c'est une convergence. Encore une fois, c'est très très complexe, euh, disons très facile à expliquer dans les grandes lignes au niveau macro. Par contre, lorsqu'on nous rentrons dans l'implémentation et la mise en œuvre de ces technologies, on a besoin d'énormément de paramètres et vous les avez listés quelque part. C'est effectivement de pouvoir en fait rapprocher autant les réseaux sociaux et c'est aujourd'hui une force, c'est que en fait aujourd'hui par nos usages, les réseaux sociaux, nos mails, etc., nous générons en fait des données qui aujourd'hui et demain seront valorisées et valorisables. Quand je dis valorisées, c'est qu'elles vont être vendues et donc réutilisées par des systèmes potentiellement qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore connaissance. Donc
de rapprocher les réseaux sociaux, de pouvoir en fait capter les informations en direct, c'est-à-dire que vous avez parlé effectivement de pouvoir en fait scanner. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, et aujourd'hui en Chine, hein, je pense que c'est le pays le plus avancé selon moi au niveau de ces technologies, c'est de pouvoir en fait connaître par individu le niveau de solvabilité en fait des citoyens chinois. Donc ils ont aujourd'hui des caméras positionnées un peu partout, ils ont des capteurs. Donc si vous rapprochez en fait toutes ces technologies autant au niveau IA couplé à de l'Internet des objets. Donc on peut parler aussi de ville intelligente, couplé effectivement à des informations au niveau de l'état de santé d'une personne, parce qu'on peut rapprocher les données médicales au niveau des hôpitaux ou des docteurs. On rapproche ceci par rapport aux véhicules et tout le patrimoine d'une personne, etc., etc. Et si on rapproche tout ceci pour chacun des individus, chacun de nous, au niveau d'une nation, on a la possibilité de cartographier les forces, les faiblesses d'un pays et d'un continent, et effectivement au niveau global. Donc c'est On un entend, enjeu géopolitique. on entend votre message, c'est-à-dire vous parlez en fait d'ambivalence par rapport à ces outils. Vous parlez d'outils un peu complexes avec peut-être une approche à nuancer quant à leur utilisation. Je vous pose une question, Warda. Est-ce que le législateur aujourd'hui, le spécialiste du droit, est-ce qu'il est au diapason avec ces outils? Alors, l'IA Act, effectivement, c'est bon, la première réglementation internationale hein, qui a été érigée donc au En niveau Europe? européen. Oui. Tout à fait, exactement, au niveau européen. Il y a certaines législations qui ont émergé aux États-Unis, mais comme ils ont effectivement un état d'esprit plutôt capitaliste, il y a eu des idées qui ont été avancées. Par contre, aucune loi n'a été réellement votée. Pareil en Chine, effectivement, ils parlent d'éthique. Donc, au niveau du juridique, il y a énormément d'avocats et effectivement de juristes qui planchent, hein, qui travaillent, en fait, si je puis dire, sur le sujet. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une réalité. C'est-à-dire que les technologies avancent tellement vite que j'étais au CEA en fait à Paris. Pourquoi je suis en train effectivement de pousser le sujet, la réflexion, c'est que en fait j'étais au Cette semaine. CEA non, il y a quelques mois déjà, D'accord. début de l'année. Et en fait, la problématique que j'avais posée, c'est que comment on peut édifier des normes qui prennent 1 à 3 ans à se mettre en place et à se mettre en œuvre, alors que les technologies avancent toutes les 2 semaines, enfin tous les jours, mais toutes les 2 semaines plus ou moins, on a une nouvelle version ou un nouvel outil qui sort sur le marché. Donc c'est vraiment une complexité entre je dois suivre juridiquement toutes les évolutions technologiques, tout en faisant évoluer les lois au fur et à mesure. Donc il faut avoir, je vous laisse imaginer, hein, c'est qu'il faut absolument avoir des équipes qui travaillent dessus, des équipes robustes et qui ont une certaine agilité pour mettre à jour les différents textes de loi au fur et à mesure de ces évolutions. Autre aspect, je veux parler de la compétition entre grandes puissances. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que je veux parler des méga structures. L'Europe, on le sait, devient un terrain, un terreau, une trame de câbles et de centres de données, les fameuses big data, des méga structures appartenant par exemple à Meta, à l'ouest de la Norvège, ou au Portugal ou encore au Danemark. Ce sont des gigantesques bases de données, pour la plupart appartenant bien entendu aux Américains. Des pays européens qui dépendent, eux, de plus en plus des services américains, les services Internet américains. L'Europe devient une forme d'Eldorado de l'expansion technologique des multinationales américaines. On le voit, ça devient aussi un terrain de compétition. L'Europe est prisée parce que avec les rivières, avec les vents, il y a peut-être une des ressources pour refroidir tous les câbles ou la mécanique technologique de ces bases de données. C'est en train de devenir aussi un enjeu géostratégique, l'Europe, pour les big tech. Alors, tout à fait, ça l'est déjà, hein, ça fait déjà plusieurs années. Et disons que je ne peux que vous conseiller la lecture du livre de Ophélie Colliot. C'est en fait encore une fois, cette complexité d'avoir en fait besoin de cette nouvelle technologie parce que ça apporte une compétitivité d'une part économique pour un pays, de pouvoir effectivement améliorer la production au niveau d'une chaîne industrielle, de pouvoir améliorer une production au niveau par exemple de production de rapports, hein, au niveau des cadres, au niveau des entreprises, de pouvoir diminuer les coûts, de pouvoir en fait optimiser en fait sa charge salariale.
Mais d'un côté, ça crée une dépendance ou une interdépendance, comme vous l'avez très bien mentionné. C'est que, en fait, ces infrastructures sont vraiment dominées par les Américains et par la Chine. Et aujourd'hui, ça crée une dépendance, je ne vais pas dire totale, parce que nous avons certaines technologies qui sont créées et initiées par certaines sociétés européennes. Mais quelque part, lorsque en fait, nous évaluons chacune des couches de la souveraineté, parce que la souveraineté, il y en a plusieurs, hein. Il y a la souveraineté au niveau infrastructure, au niveau logiciel, algorithmique, au niveau des données, mais aussi au niveau normatif, juridique et cognitif. Donc si on analyse au niveau infrastructure, il faut se le dire, c'est que aujourd'hui, elles proviennent essentiellement de l'Asie. Je ne vais pas citer les marques, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que il faut tout le temps remettre en exergue le contexte et effectivement les certaines problématiques, mais aussi remettre en perspective les différentes échelles au niveau de la souveraineté et comme vous l'avez dit, au niveau de la dépendance. C'est-à-dire que nous avons cette autoroute du numérique et cette autoroute de l'information qui aujourd'hui soit effectivement transite sous la mer et effectivement certaines problématiques de comment stocker les informations, les données au niveau des différents data centers. Toutes ces questions-là rapprochées Avec les enjeux doivent être environnementaux aussi. avec, exactement, avec les enjeux environnementaux, de pouvoir se poser la question de, OK, qu'est-ce qu'on souhaite exactement? Est-ce qu'on va collaborer avec ces différentes nations et technologies et donc on va être effectivement co-innovant mais forcément interdépendant? Ou est-ce qu'on veut totalement notre indépendance? Et là, je peux vous laisser imaginer que les coûts sont colossaux pour pouvoir effectivement, au coût numérique, effectivement, mais au niveau des ressources aussi, d'avoir à disposition les ressources nécessaires, la connaissance nécessaire, parce qu'aujourd'hui, la fabrication des puces qui permettent en fait ces calculs très très rapides et très puissants, il y a très très peu à travers le monde qui ont cette capacité, cette connaissance. On songe surtout à Taïwan. Alors, il y a aussi des batailles entre grandes puissances pour le marché numérique africain. Le numérique en Afrique est un secteur à forte croissance, mais confronté, bien entendu, à des défis d'accès d'infrastructures également de factures numériques, hein. Et le marché africain représente une opportunité de développement majeur de demain. Donc, forcément, un théâtre de bataille économico-technique pour les grandes puissances Tout que à ce fait, marché exactement. africain. Tout à fait, c'est déjà le cas, hein. Bon, j'ai eu l'honneur d'être à l'IATF. On était ensemble sur votre plateau à Alger il y a quelques jours. C'est vrai que nous l'avons vu, ça a été complètement démontré, c'est qu'il y a vraiment une ambition par le président, Monsieur Tebboune, de promouvoir et d'encourager toutes ces innovations en Algérie, mais aussi d'être effectivement, disons, le terreau effectivement au niveau Afrique et de positionner le continent africain au niveau de l'échiquier international. Il y a déjà des projets, il y a déjà des data centers qui se veulent souverains en Algérie. Il y a déjà des personnes qui souhaitent développer des IA génératives telles que le leader aujourd'hui international souhaite le développer en Algérie. Donc il y a vraiment des personnes qui ont cette volonté. Il y a des investisseurs étrangers à l'Afrique qui souhaitent aussi, qui ont déjà commencé à investir sur le continent africain. Et j'ai aussi eu le bonheur en fait d'avoir en fait des entrepreneurs africains qui appellent la diaspora africaine à travers le monde à venir contribuer à apporter leurs connaissances et leur savoir, autant le savoir-faire, mais aussi de façon très transversale leur réseau international. Alors, dernière question, Warda. Le numérique ou l'intelligence artificielle d'un côté, souveraineté de l'autre, est-ce que ça peut faire bon ménage selon certains lanceurs d'alerte, comme par exemple Snowden? La réponse est sans embâche, donc négatif. Mais que nous dit Warda Belaïch en guise de conclusion? Écoutez, il faut rester absolument lucide hein, au niveau de ces enjeux numériques. C'est quelque part ne pas oublier notre liberté, liberté de penser, liberté de réfléchir, avoir son esprit critique. Ne pas oublier que ces différents usages, notamment les réseaux sociaux, il faut savoir laisser son téléphone de côté et encourager ses proches à oublier un peu le téléphone, car c'est en train de collecter toutes vos données personnelles et vos usages. Et enfin, j'aimerais juste marquer juste un point, c'est au niveau de l'utilisation de ces IA génératives, faites juste attention et vigilant, restez vigilant à ne pas partager vos données confidentielles et celles de vos clients et de vos partenaires, autant les chiffres d'affaires que les noms et toutes les données personnelles. Et surtout, n'utilisez pas l'IA générative comme un compagnon, car il y a eu certains effets
dévastateurs récemment à cause des IA génératives en ayant partagé des éléments vraiment très confidentiels de sa vie privée. Donc restez lucide, restez éveillé et merci infiniment et au plaisir de continuer cette discussion très très importante. Signé Warda Belaish. Merci d'avoir été des nôtres, experte en transformation numérique et auteur avec L'humain à l'ère de l'IA. Je vous dis à bientôt, Warda. À bientôt, bonne soirée à tous. L'échiquier international se conclura sur ces mots. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite des programmes sur A24 News et on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous.